3 jours après Hiroshima, le major Sweeney, pilote de bombardier, et le commandant Ashfos, délégué scientifique, reviennent de Nagasaki. On a repéré l'objectif prévu et à 3 reprises, on a tenté l'approche. Mais on n'a pas réussi. Le commandant Ashworth et moi, on a alors eu une discussion avec le bombardier et le navigateur et on s'est dirigé vers l'objectif secondaire qui était Nagasaki. À ce moment-là, c'est le bombardier qui a pris le relais. Et il a fait du très bon travail. Dès que la bombe est partie, on a été très soulagés. Et quand j'ai vu l'éclair de l'explosion, j'ai compris que ce deuxième bombardement atomique était réussi. La cible prévue était la ville de Kokura, mais des nuages ont détourné les pilotes vers Nagasaki. Leur objectif était les usines d'armement. Parmi les ouvriers japonais travaillaient aussi des collégiens, des Coréens recrutés de force et des prisonniers occidentaux. Mais la bombe a explosé au-dessus du quartier chrétien de Nagasaki. Le 9 août 1945 à 11h02, il y a eu un éclair d'une puissance incroyable. À l'intérieur de notre abri qui était complètement dans le noir. Tout a été éclairé par cette violente lumière. Et puis, j'étais emportée par le souffle. Et j'ai perdu connaissance. L'intensité était 1 million de fois celle d'un éclair. C'était si fort qu'on sentait nos yeux transpercés par des flèches de lumière. C'était encore plus violent qu'un éblouissement. C'était une lumière d'une violence inimaginable. Pas un bruit, mais un souffle qui m'a projeté à terre. J'ai eu la chance d'être un peu protégé par le tatami sur lequel je m'étais couché, le matelas en paille où nous dormions. Et le toit m'est tombé dessus, et sur d'autres prisonniers de guerre qui étaient dans les pièces voisines. La bombe explose à 500 mètres d'altitude. Après l'éclair, le nuage atomique plonge la ville dans l'obscurité. Et puis on a vu que petit à petit, le jour revenait, comme un matin. Comme un matin. Et en même temps, parce qu'au début c'était le silence absolu, il n'y avait pas un seul bruit. On a progressivement entendu des voix crier de plus en plus fort. Moi, je n'avais que 10 ans et j'ai eu affreusement peur parce que quand j'ai repris connaissance, j'ai vu que l'intérieur de l'abri était complètement différent. Avant, il y avait encore des enfants dans l'abri. Maintenant, je ne savais plus où ils étaient. Tout ce que j'ai vu, c'était des gens avec des yeux sortis des orbites, le corps complètement boursouflé. Il y avait des garçons avec les intestins sortis qui criaient « Tuez-moi, tuez-moi !» Des corps brûlés, carbonisés partout dans l'abri. J'avais dû perdre conscience assez longtemps, parce que quand je me suis réveillée, ma petite sœur aussi n'était plus là. L'alerte avait été levée malgré la présence de 2 avions dans le ciel. Sakue Shimohira, elle, n'était pas sortie de son abri souterrain, qui n'était qu'à 800 mètres du point d'explosion. La bombe au plutonium, d'une puissance supérieure à celle d'Hiroshima, a tout détruit dans un ovale de 4,5 km sur 3 km. Le camp de prisonniers du néerlandais Claude Belloni a été dévasté par le souffle puis par l'incendie. Une véritable tornade de feu. J'ai essayé de m'enfuir de là, mais je ne pouvais pas m'orienter. C'était impossible parce qu'autour de moi, tout avait disparu. Le monde était complètement transformé. Il n'y avait plus de grillage. Les grandes citernes d'essence qui bouchaient la vue vers le sud n'étaient plus là. Maintenant, je voyais jusqu'aux collines là-haut sur la gauche, et je voyais aussi les collines sur ma droite. Et de chaque côté, je voyais des maisons en feu sur ces collines qui étaient distantes de 12 à 14 km à vol d'oiseau.
Kunihito Terai avait 20 ans. Il était chauffeur de train et vivait à Nagasaki. Ce 9 août au matin, il était à 60 km, à la gare de Yamaguchi, et jouait aux échecs en attendant de prendre son service. Son train est le premier à être envoyé sur place, moins d'1 heure après l'explosion. J'ai reçu l'ordre suivant. Allez immédiatement à Nagasaki, porter secours à la population. Faites descendre tous les passagers du train et allez directement à Nagasaki sans vous arrêter dans les gares. On s'est dit, dépêchons-nous d'aller à Nagasaki. Depuis Hiroshima, les rumeurs se sont multipliées. Terai sait seulement qu'une bombe d'un type nouveau a frappé le Japon. Pour rapatrier les blessés de Nagasaki, Terai dispose d'un train de 4 wagons. Il emmène avec lui des équipes de secours. J'ai bientôt dépassé la gare d'Okusa. Et puis je me suis engagé dans le premier tunnel après la gare. Mais quand je suis sorti du tunnel, j'ai été stupéfait par ce que j'ai vu. Sur le flanc des collines, la végétation avait maintenant comme d'étranges couleurs d'automne. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout est brun comme ça? En y regardant de plus près, j'ai compris qu'en fait, toute la végétation était brûlée. Les arrêts sont de plus en plus fréquents. Le train avance sur des rails déplacés par le souffle de l'explosion. Des employés du service de sécurité sont montés à l'avant avec un long bambou. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire avec ce bambou. Ils m'ont répondu que c'était pour pouvoir avancer le plus loin possible, parce qu'il y avait beaucoup de gens blessés sur la voie, et on risquait de les écraser. On allait devoir les écarter pour aller le plus loin possible. C'est pour ça que 2 personnes se tenaient à l'avant de la locomotive avec une perche. À 3 km du centre de l'explosion, le train doit s'arrêter. Plus loin, la voie est détruite. Cet endroit-là, l'endroit où nous nous sommes finalement arrêtés, était entouré de flammes. On voyait des gens qui arrivaient complètement nus. Ils étaient méconnaissables. On ne pouvait pas même savoir si c'était des hommes ou des femmes, des jeunes ou des vieux. Il fallait les soutenir, les porter, les pousser pour les faire monter dans le train. Mais la partie du corps que l'on touchait, la peau, se détachait et vous restait dans les mains. Nos mains et nos vêtements étaient couverts de sang, d'une sorte de graisse et de morceaux de chair. Terai attendra 20 ans pour peindre sa mémoire. Des milliers de survivants fuyant l'incendie, fuyant la pluie noire, cette eau mêlée de cendres et de débris radioactifs. Sakue Shimohira a retrouvé sa petite sœur et leur neveu, hurlant sous des corps de blessés. Tous les 3 sortent de l'abri, le sol est brûlant. Comme tout avait brûlé, je ne retrouvais plus le chemin de notre maison, parce que tout était brûlé. On est d'abord allé vers le pont de Shimo, mais il n'y avait plus de rue. Ce n'était plus que des amas de décombres, et partout des corps calcinés. On ne pouvait pas avancer sans marcher sur les cadavres. D'abord, j'avais cru que c'était du bois brûlé, mais en marchant dessus, j'ai compris que c'était des cadavres. À Hiroshima, 45 000 personnes ont été tuées le jour même de l'explosion. À Nagasaki, plus de 20 000 personnes sont mortes, brûlées ou écrasées sous les bâtiments détruits par le souffle de la bombe. Ni les bâtiments traditionnels en bois, ni les constructions plus récentes ne les ont protégés.
Enfin, nous sommes arrivés à l'endroit où aurait dû se trouver notre maison. Nous avons fouillé dans les débris et dessous, j'ai trouvé un corps carbonisé. Les mains masquaient le visage. J'ai écarté les doigts. Le visage n'était pas brûlé. C'était la mère de mon neveu, c'est-à-dire ma grande sœur. C'est comme ça que je l'ai retrouvée sous les décombres. Je n'ai pas pu retrouver ma mère. Je l'ai cherchée. J'ai crié « Maman, maman », mais je ne l'ai pas retrouvée. Les secours sont débordés et la zone dévastée est difficilement accessible. Des blessés sont restés terrés, paralysés par la peur. D'autres sont incapables de se déplacer. Des écoles en périphérie servent de centre d'accueil pour les blessés. Ils arrivent en masse. Les patients condamnés ne seront pas soignés. La bombe a explosé près de l'hôpital de l'université de médecine. 892 personnes, médecins, infirmiers, étudiants, ont disparu. Masaichi Kawano était en 3e année de médecine. Il a échappé au feu en s'enfuyant dans les collines. Puis il a retraversé la zone dévastée pour rejoindre un dispensaire tenu par des religieux chrétiens. Ancien séminariste, Masaichi Kawano avait 27 ans. Les victimes arrivaient de plus en plus nombreuses. J'assistais le docteur Akizuki et nous avons dispensé des soins sans s'arrêter. La plupart des blessés souffraient de brûlures et de traumatismes. D'autres avaient le corps lacéré par des éclats de verre que l'on essayait tant bien que mal de retirer. Mais nos moyens étaient dérisoires. On avait tout juste des bandages, des compresses et un peu de désinfectant. Évidemment, on a très vite manqué de tout. On était totalement démunis et le nombre de blessés ne cessait de croître. On a travaillé comme ça toute la nuit, sans répit. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers qui ont été retrouvés et amenés au poste de secours pour être soignés. Si ils étaient venus seulement quelques minutes plus tard, il est probable que je ne serais pas ici. Tsukata Uchida avait 15 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il travaillait pour l'industrie de guerre. Il a été retrouvé dans les décombres de l'immense verrière qui servait de toit à l'usine. Après les premiers soins, on l'a évacué par un des premiers trains de secours. Ce jour-là, toute sa famille a été tuée, sauf sa mère. Elle était partie à la campagne pour chercher de la nourriture. 3 jours plus tard, des volontaires commencent à déblayer les décombres, à ramasser les cadavres. La main-d'œuvre coréenne et les prisonniers de guerre sont réquisitionnés. On a dû brûler les morts parce que les Japonais avaient peur des épidémies, bien sûr. Nous avons dû les brûler et j'ai participé au ramassage de ces cadavres ou de ce qui en restait. On les empilait, on faisait de grands tas, on mettait du bois dessus et on y mettait le feu. Mais le pire, c'était l'odeur. Le pire, c'était l'odeur de tous ces cadavres brûlés. Et aussi de voir, parce qu'il y avait une usine derrière nous où les filles étaient encore assises, mais maintenant c'était des squelettes noircis. Cet immense incendie avait sûrement dû les surprendre. Ça allait aussi vite qu'un cheval au galop. Nous avions atteint le fond de l'horreur. J'ai senti que cette guerre était à son point ultime, l'enfer. Mon frère aîné était au front. Quant à mes 2 jeunes frères, ils s'étaient engagés dans l'armée de l'air pour devenir tokotai, c'est-à-dire kamikaze.
J'étais sûr qu'ils allaient bientôt mourir. Je me demandais seulement où et quand. Le 9 août 1945, le jour du bombardement atomique de Nagasaki, les troupes soviétiques ont envahi la Mandchourie. L'URSS a dénoncé le pacte de non-agression et déclaré la guerre au Japon. Le jeune empereur, dont l'essence est divine, est le seul à pouvoir imposer la paix au groupe de militaires irréductibles qui a entraîné le pays dans la guerre. Il a accepté de suivre les partisans de la paix. Pour le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, la bombe atomique devait éviter un carnage en cas de débarquement américain au Japon. Pour Hirohito, le choc de Hiroshima et Nagasaki permet aux militaires de capituler sans perdre la face. Le 15 août 1945, l'empereur qui n'est jamais intervenu en public annonce à la radio la reddition du Japon. J'ai juste compris que le Japon se rendait et que la guerre était finie. La voix de l'empereur trahissait son émotion et tous ceux qui l'écoutaient étaient bouleversés. J'ai vu des soldats désespérés. Certains pleuraient de rage. Pour moi, en revanche, ce fut un grand soulagement. Tout le monde avait entendu l'empereur. Moi, j'étais abasourdi et je me suis dit, si la guerre est perdue, pourquoi n'a-t-on pas arrêté plus tôt? J'étais fou de rage. Plus tard, j'ai peint sur la locomotive « L'honneur japonais ne sera pas souillé ». Et j'ai roulé comme ça toute la journée. L'éventualité d'une défaite n'existait pas au Japon. L'ultimatum lancé par les Alliés à Potsdam en juillet 1945 n'avait pas reçu de réponse. Les militaires japonais et une partie de la population voulaient croire que la détermination et la force morale des combattants suffiraient à faire gagner leur pays. Pourtant, depuis juin 1944, le Japon est privé de son empire. Il est écrasé sous les bombes. Il a perdu sa marine et presque toute son aviation. Dans mon travail, il m'était arrivé de rencontrer des victimes d'Hiroshima qui prenaient le train pour Nagasaki. Je leur avais demandé où ils avaient été blessés. Ils m'avaient répondu en chuchotant « À Hiroshima. Hiroshima est complètement détruit. Mais faites attention, soyez discrets. On est surveillé. Il est interdit de parler de ça. » À cette époque-là, la police militaire faisait même des contrôles dans les trains. Il y avait des sujets qu'il valait mieux éviter. Si on ne gardait pas sa langue, on risquait la prison. C'est pour cela que personne n'osait rien dire. C'était la censure. Depuis 1940, à Nagasaki comme dans tout le Japon, la société est organisée pour gagner la guerre. Les femmes assurent la protection civile de deuxième ligne. Pendant les bombardements, les enfants sont envoyés dans les abris, mais les femmes restent pour lutter contre les incendies, avec des moyens dérisoires. À 13 ans, les enfants quittent l'école pour aller travailler en usine. On les entraîne au combat et ils pourront partir faire la guerre dès l'âge de 16 ans. La stratégie de Pearl Harbor, l'hypothèse d'une victoire éclair ayant échoué, le Japon tout entier s'est installé dans une guerre longue. À l'usine, on devait porter un bandeau sur lequel était inscrit le mot « Victoire ». C'était le même bandeau que portaient les kamikazes. On nous avait dit que nous, les collégiens, nous devions être comme les kamikazes, qui faisaient le sacrifice de leur vie. C'était la mobilisation totale du pays. La guerre est finie. Le ciel est ouvert aux Américains. Pendant un mois, ils vont larguer des colis. Vêtements, nourriture, cigarettes et messages au-dessus des camps de prisonniers.
À Nagasaki, ces messages confirmeront les rumeurs. Les prisonniers seront bientôt libérés. Les 2 bombes d'Hiroshima et de Nagasaki étaient 2 bombes atomiques. Claude Belloni, comme Wim Spielmann, et les 200 autres survivants du camp numéro 14 ont été regroupés derrière les collines de Nagasaki. Ce n'est que le 17 août qu'on nous a dit de nous rassembler, de nous mettre en rang, et que le commandant japonais du camp a annoncé « La guerre est finie, c'est la paix ». Mais il nous a aussi conseillé de ne pas nous aventurer seuls hors du camp, en raison de la rancœur de la population japonaise, à cause de la bombe. Mais très vite, on a compris que les Japonais étaient des gens réservés et qu'il n'y avait pas d'esprit de vengeance. Non, les Japonais ne veulent pas se venger, ils veulent survivre. Leur pays est dans une situation effrayante. 2 millions de militaires, 700 000 civils tués. 1 million de blessés, plusieurs millions de gens sans abri. À Nagasaki, on continue à fuir. Les décombres, les cendres, les cadavres, la faim et les Américains dont on craint les représailles. Sakue Shimohira a quitté la ville avec sa tante, sa sœur et son neveu. Pourtant, ces épreuves ne sont pas finies. La campagne est un refuge, mais les enfants sont séparés. Au village, on les désigne comme les hibakusha, les victimes de la bombe. Une à 2 semaines plus tard, j'ai perdu tous mes cheveux. J'avais aussi des taches mauves sur le corps et je saignais du nez et des gencives. Au début, personne ne voulait me conduire à l'hôpital, mais finalement, ma tante s'est décidée. Elle a compris que c'était grave. Le médecin a dit que c'était probablement une maladie contagieuse et on m'a isolée. Les familles venaient nous demander de l'aide. Mais tout ce qu'on pouvait leur dire, c'est qu'on ne pouvait malheureusement rien faire. Tous les jours, des malades mouraient. Mais vers le 25 août, je crois, on a constaté une accélération sensible de la mortalité. Des jours après l'explosion, des semaines après la reddition du Japon, on continue à mourir à Nagasaki comme à Hiroshima des effets de la bombe. Les radiations atomiques sont à l'origine de nombreux décès et de graves blessures. En 3 mois, le nombre de victimes aurait doublé. Des estimations japonaises avanceront les chiffres de 130 000 morts, blessés et personnes disparues. Les évaluations américaines, les plus basses, seront de 70 000 victimes. Jour après jour, on voyait les gens mourir, et puis le nombre de décès a considérablement décru. Nous avons alors pensé que les survivants s'en sortiraient. Mais bientôt, tout a recommencé. On a retrouvé les mêmes symptômes, taches cutanées, sang dans les urines et les selles, perte d'appétit. Et une deuxième vague de décès s'est produite une quinzaine de jours plus tard. Jamais je n'avais eu ce sentiment de l'impuissance totale de la médecine. Les gens nous disaient de ne pas nous approcher à cause des risques de contagion. On n'avait rien, on avait faim, et quand on a pu se débrouiller pour avoir un peu d'argent, on a voulu acheter à manger. Mais les commerçants voyaient qu'on était des irradiés parce qu'on n'avait plus de cheveux. Alors ils fermaient la porte de leur boutique en disant « Voilà les hibakusha ». Et même dans les fermes, on ne voulait pas avoir affaire à nous. Nagasaki, avec sa large baie et ses eaux profondes, a été choisi pour l'acheminement de troupes américaines d'occupation.
Les Marines qui débarquent en septembre sont pour la plupart des anciens des campagnes meurtrières de Saipan et d'Okinawa. Ils connaissent la détermination des Japonais et leur refus de la défaite. Richard Barheit faisait partie de la 2e division de Marines qui s'entraînait dans le Pacifique en vue d'un prochain débarquement au Japon. On avait entendu parler de la bombe. On était curieux. Mais quand on est arrivé, on ne savait pas ce qui nous attendait, s'il y aurait des combats. On ne savait pas comment les gens allaient réagir. Autrement dit, est-ce que la guerre était vraiment finie ou est-ce qu'on allait devoir se battre contre la population civile ou contre l'armée? Est-ce qu'ils allaient tenter une dernière attaque suicide? On n'en savait rien. À bord du navire USS Cambria, le major général Leroy Hunt rencontre des responsables japonais de la région de Nagasaki. Depuis 2 semaines, les autorités de la ville sont en contact avec les émissaires américains. Le port a été débarrassé de ses épaves et les docks nettoyés pour permettre le débarquement des troupes et du matériel. Il s'agit maintenant de recruter des interprètes, d'organiser le désarmement de la région et l'acheminement des prisonniers occidentaux vers Nagasaki. Dans la baie de Tokyo, quelques semaines plus tôt, le représentant des États-Unis, le général MacArthur, avait reçu les envoyés de l'empereur, pris acte de la reddition du Japon et fixé pour tout l'archipel les conditions de la démilitarisation et de la démocratisation du pays. En tout, 23 000 Marines débarquent à Nagasaki pour occuper la région. Les quartiers qu'ils traversent sont à l'écart de la zone dévastée par la bombe. Les tout premiers jours, les rues étaient désertes. Avant leur arrivée, des tracts distribués par les comités de quartier avaient recommandé aux femmes de fuir la ville ou de rester cachées. En fait, les Américains ne rencontrent aucune difficulté dans leur mission. Au contraire, les Japonais coopèrent avec efficacité. Au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki, la presse américaine s'était félicitée de la fin de cette guerre de plus en plus meurtrière et en même temps inquiétée des possibilités terribles de l'arme atomique. De leur côté, les autorités américaines veulent connaître précisément les conséquences de leur nouvelle arme. Le lieutenant Daniel McGovern, cinéaste aux armées, a pour mission de filmer les effets de la bombe. Il restera 9 mois au Japon. Ce que j'ai vu à Nagasaki le premier jour là-bas, j'espère ne plus jamais le revoir. Parce que c'était comme si on était sur la Lune. On tombait sur... On voyait des os blanchis, des centaines de crânes empilés. C'est une des choses que je me rappelle de Nagasaki. Les Américains ne font plus peur et il faut bien continuer à vivre, alors on rentre chez soi. Même à Nagasaki, on rentre chez soi. Au milieu des décombres, petit à petit, chacun retrouve l'emplacement de sa maison. Sakue Shimohira et les siens reviennent sur les lieux où leur mère et leur sœur sont mortes. Tout près de là, les bulldozers américains ont déblayé les débris pour faire une piste d'aviation. Quand on est revenu à Nagasaki, on s'est installé dans une baraque avec d'autres survivants, des adultes et des enfants. Parmi eux, il y avait une Coréenne qui avait perdu une jambe dans un bombardement précédent de Nagasaki. Comme elle avait du mal à se déplacer, elle restait tout le temps dans notre cabane. C'est comme ça que la vie a repris.
Pour survivre, on récupérait la nourriture que les Américains jetaient. On mangeait comme ça. On avait aussi des vieux vêtements et des couvertures que des soldats américains nous donnaient. C'est avec ça qu'on se protégeait du froid. Comme il n'y avait pas d'électricité, on vivait dans l'obscurité. Encore aujourd'hui, je déteste la nuit tombante. Tous les soirs, ma petite sœur pleurait en pensant à notre mère. Mon neveu aussi se mettait à pleurer. On pleurait tous ensemble jusqu'à ce qu'on s'endorme. Je n'oublierai jamais ces nuits. C'était un moment de grande tristesse. Nous étions dans le noir complet, mais dehors, dans la nuit, il y avait des lumières. C'était quoi ces lumières? C'était des feux follets à cause de tous les morts. Dans les ruines de la cathédrale Urakami, des chrétiens de Nagasaki se retrouvent à nouveau pour la messe. Prêtre italien, le père Manfette, peut enfin réunir ses fidèles après plusieurs années d'interdiction religieuse. Bannis pendant la guerre, les cultes chrétiens sont maintenant encouragés par les occupants. C'était un lieu étrange, on pourrait dire hanté. D'habitude, on ne voyait personne la nuit. Mais là, on a vu quelque chose s'approcher en flottant. C'était blanc et quand c'est arrivé tout près, on a entendu comme une mélopée ou une plainte, quelque chose de monotone et répétitif. On a regardé et une femme est passée devant nous. Son visage était tout blanc et elle était tout en blanc et c'était très étrange parce que, si je me souviens bien, la lune était à moitié pleine cette nuit-là et elle avait l'air de flotter dans l'air. On a été tellement surpris qu'on n'a même pas essayé de l'arrêter. On a juste regardé et puis, un peu plus tard, on a essayé de savoir qui c'était. Un Japonais qui se débrouillait un peu en anglais nous a dit que c'était une geisha assez connue et que la bombe lui avait fait perdre la raison. Autrement dit, elle était folle. Et elle se mettait de la poudre de riz sur le visage et elle s'habillait d'une longue robe flottante et elle errait, comme ça. C'est à Nagasaki que sont rapatriés les 10 000 prisonniers occidentaux détenus dans les camps japonais de toute la région. C'est de Nagasaki qu'ils vont embarquer pour l'Amérique et pour l'Europe. Ils sont accueillis dans la partie épargnée de la ville. Un navire-hôpital prend en charge les malades et les blessés. Les premiers embarqués sont ceux de Nagasaki, les rescapés de la bombe A. On n'avait pas eu beaucoup de blessés. Sur les 200 hommes de notre camp, quelques-uns sont morts sur le coup, mais la majorité a survécu. Ça paraît incroyable. Si les cas d'exaction et de brutalité ont été rares après la fin de la guerre, les anciens prisonniers ne peuvent oublier ce qu'ils ont enduré dans les camps. Les coups, la faim, les cruautés. Les procès pour crimes de guerre toucheront d'abord les responsables et les gardiens des camps de prisonniers. Oh oui, on avait tout ce qu'on voulait, du café, des beignets. Et tout ça en abondance. On pouvait prendre autant de café qu'on voulait. Et de beignets aussi. Il y en avait qui étaient très marqués par ce qui nous était arrivé. Ils en prenaient 10. Parmi les prisonniers libérés qui embarquent ici, sur le porte-avions Shenango, il y a ceux du camp numéro 14 de Nagasaki.
le camp de Claude Belloni. En arrivant chez lui en Indonésie, Claude Belloni apprendra que son frère est mort en captivité. Sukarno vient de proclamer l'indépendance de cette colonie néerlandaise. Pour Claude Belloni, la guerre ne se terminera pas à Nagasaki. C'est une expérience inoubliable. Parce que ce jour-là, le 15 septembre 1945, on a quitté le Japon. C'était incroyable. On était libre. On se tenait au soleil avec simplement nos pantalons et on a pris soin de dire adieu à ce pays qu'on détestait, qui nous avait gardés prisonniers pendant 3 ans et demi de brutalité, de sadisme. Et maintenant, on s'éloignait de tout ça. D'autres prisonniers libérés des régions plus éloignées passeront aussi à Nagasaki. George Angus est britannique. Il a été fait prisonnier à Singapour en 1942. Pendant 3 ans, il a travaillé dans les mines de charbon de Homine, à une 60aine de kilomètres de là. Oui, voilà. C'est ça. C'est la zone dévastée. On savait seulement que Nagasaki avait été bombardé. Mais aucun de nous ne s'attendait à voir de tels dégâts. Personne. On ne s'attendait pas à ça. Avant qu'on arrive au dock, on a vu une longue file de gens, des Japonais. Ils étaient très nombreux, très nombreux. Mais c'était évident qu'ils faisaient la queue pour avoir du riz. J'avais sur moi une boîte de beurre et une boîte de jambon. Je les ai sorties de mon sac et jetées du train, et j'ai vu où elles sont tombées. Nous allions très lentement. Elles sont tombées pratiquement aux pieds des Japonais. Et pendant que le train avançait, j'ai regardé, parce que d'autres copains avaient aussi lancé de la nourriture. Eh bien, je n'en ai pas vu un seul se pencher pour ramasser. Et je me suis demandé si c'était par haine envers nous ou par fierté. À Nagasaki comme ailleurs, le troc, le marché noir s'organise entre Japonais et aussi avec les Américains. Le prix des rares denrées est astronomique. Pendant la guerre, le riz de Corée ou de Taïwan compensait un peu la faiblesse agricole du Japon. Après la défaite, le Japon ne peut plus compter que sur lui-même. Or, les récoltes sont désastreuses, les moyens de transport détruits. La pénurie est générale. Peu de sucre, plus d'huile, ni de savon. Lors d'un séjour à Kyoto, Daniel McGovern filme des Japonais ramassant des grains de maïs dans la rue. À l'école de Yamasato, il n'y avait plus de fenêtres. On voyait la charpente. C'est dans cette ruine qu'on a repris les cours. Le professeur nous a distribué des feuilles imprimées que l'on a reliées nous-mêmes. Puis on a préparé l'encre et il nous a demandé de prendre nos pinceaux pour rayer certains des textes. C'est ce qui nous servait de livre d'école. Mais le contenu de l'enseignement avait radicalement changé. La suppression des contrôles sur l'enseignement et de l'endoctrinement militaire dans les écoles est un des 7 points fixés par le commandant suprême au Japon, Douglas MacArthur. Une ère nouvelle commence en effet dans le pays. Les Américains en fixent les règles. Désarmement et démobilisation. Démantèlement des industries de guerre. Organisation d'élections libres. Formation de syndicats représentatifs. Droit de vote accordé aux femmes. Les Japonais désarment les Japonais. Ils anticipent les demandes américaines. Ils prennent leurs affaires en main. Les forces militaires vont laisser progressivement la place à une administration américaine d'occupation. Parmi le personnel envoyé à Nagasaki, Herbert Horn est un jeune médecin.
Ma mission était spécifiquement de rétablir la santé publique à un niveau tel que des épidémies ne risquaient pas de toucher nos troupes et d'apporter autant que possible un soutien médical pour aider les Japonais à reprendre les choses en main. Nous n'avions absolument pas le droit d'utiliser les médicaments américains. Les Japonais devaient se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Nous avions apporté des médicaments pour nos hommes, nous n'en avions pas apporté pour les Japonais. En dépit du règlement, Herbert Horn s'autorisera à fournir des stocks de médicaments aux Japonais. Mais la pénurie est totale, en particulier à Nagasaki et à Hiroshima, où les infrastructures ont été entièrement détruites. Parallèlement à la mission de santé publique, des scientifiques enquêtent sur les effets de la bombe. Après leur arrivée, les Américains avaient mis en place une organisation qui s'appelait l'ABCC. Ils venaient nous chercher en jeep, et puis on se déshabillait, et ils nous photographiaient tout nus. Mais même s'ils voyaient qu'on était malade, ils ne nous soignaient pas. On était comme des cobayes. Ils constataient les résultats de la bombe atomique, mais ne nous soignaient pas pour autant. Les symptômes que nous avons observés ici à Nagasaki sont semblables à ceux déjà observés à Hiroshima. Ce soldat se trouvait à environ 800 mètres au nord de l'épicentre. Ses leucocytes étaient à 5000, un taux normal. Il n'a souffert d'aucune brûlure, mais vers le 28 septembre, soit plus de 7 semaines après l'explosion, un phénomène de dépilation est apparu. Sur ces images, une jeune fille et sa mère, qui se trouvaient toutes deux à l'intérieur de leur maison, à 2 km au sud-ouest de l'épicentre. La fille a été blessée par la chute d'une glacière. La mère n'a souffert d'aucune blessure apparente et elle soignait sa fille en dehors de la ville quand, un mois plus tard, elle est tombée gravement malade. Ces images tournées par des équipes américaines et japonaises entre novembre 1945 et juin 1946 sont extraites d'un film dirigé par Daniel McGovern. Ce film était destiné à faire connaître aux autorités américaines les effets de la bombe atomique. Il sera censuré jusqu'en 1967. Plus de 6 millions de Japonais, civils et militaires, envoyés dans les territoires de conquête reviennent dans leur pays à partir de 1945. Les retours sont difficiles à organiser. Il faudra plus d'1 an pour rapatrier ces Japonais de Chine, de Mandchourie, d'Asie du Sud-Est et d'autres régions du Pacifique. Lorsqu'ils rentrent sur le sol de la patrie, la plupart ignorent encore ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Masako Otani n'a que 5 ans lorsqu'elle quitte le quartier chrétien de Nagasaki. À 12 ans, elle revient de Mandchourie avec sa famille et se souvient de la cathédrale et des dimanches à Nagasaki. Sur le bateau de rapatriement, on se disait « Au Japon, il y a nos grands-mères, la maison de notre oncle, et enfin, on va pouvoir manger de bonnes choses. Ce sera formidable. Ça nous changera de ce qu'on mange à bord. À Nagasaki, on va bien s'amuser et bien manger. Et Nagasaki, c'est si beau. » Mais quand on a pris le train, un Japonais de métropole nous a demandé où on allait. On lui a répondu à Nagasaki. Et là, il nous a dit qu'ils avaient envoyé sur Nagasaki une bombe spéciale et que c'est tellement dévasté que personne ne pourra plus y vivre. Il n'y a plus rien, même l'herbe ne repoussera pas, et que ce n'est pas la peine d'y aller. Alors on s'est arrêté à Isahaya pour voir un oncle qui habitait là-bas. Et puis, en nous renseignant, on a appris que 8 personnes de la famille de notre oncle avaient été tuées et que nos 2 grands-mères étaient mortes et qu'à Nagasaki, il n'y avait rien, que des ruines. Le père d'Otani parviendra à trouver du travail dans une usine. Au Japon, il y a alors 13 millions de chômeurs. Mais 5 ans plus tard, les commandes américaines pour la guerre de Corée vont accélérer le redéploiement industriel de cette région.
C'est ici que nous allons vivre. Mais comment va-t-on pouvoir construire une maison, déblayer ces montagnes de décombres? Et puis je me disais, toutes ces ruines, ça veut dire que toutes les maisons sont détruites. Et sous les décombres, il doit y avoir beaucoup de morts. Est-ce qu'ils vont rester là pour toujours? Aujourd'hui, Nagasaki est entièrement reconstruite. C'est une ville de 500 000 habitants. Un monument commémoratif et un musée y ont été élevés. Depuis 1957 seulement, les soins sont gratuits pour les irradiés. Mais aujourd'hui encore, le statut officiel des victimes de la bombe est toujours en discussion et fait l'objet de querelles politiques. En épousant un irradié, on risque d'avoir des enfants anormaux. C'est ce qu'on dit. C'est pour cela que les irradiés ont été obligés de se marier entre eux. Mais beaucoup d'entre eux sont restés seuls. Moi, je me suis mariée avec le fils de Madame Shimohira, qui a été tué comme ma mère. Plus tard, j'ai travaillé chez un enquêteur privé. De nombreuses affaires concernaient les mariages. On nous demandait de vérifier si l'un des futurs époux n'était pas un irradié. Si c'était le cas, le mariage était annulé. Au Japon, parmi les victimes de la guerre, les irradiés sont à part. Le martyre des uns a permis d'éluder les exactions des autres, de gommer des pages de l'histoire. Sakue Shimohira et les autres hibakusha sont sûrs que tant qu'ils seront là, tant que les corps mutilés et les visions d'effroi témoigneront, une autre bombe atomique ailleurs est impossible. La menace qui pèse sur chacun d'eux, cette certitude d'une mort imminente qui les a accompagnés pendant des années, n'a jamais disparu, malgré le temps et malgré les recherches des scientifiques. L'université de Nagasaki a effectué des études sur les effets à long terme des radiations. Ces études n'ont pas trouvé de conséquences significatives sur la santé des irradiés aujourd'hui, ou même de conséquences sur le plan génétique. Le docteur Kawano, qui a vu disparaître tant d'irradiés, s'est longtemps considéré comme un condamné en sursis. Victime lui aussi de l'ostracisme, il a épousé une hibakusha et a rejoint avec ferveur la minorité chrétienne. À l'école, ma petite sœur avait été rejetée parce qu'elle était hibakusha. C'était à l'époque où la vie reprenait, où la société se réorganisait. On avait même l'électricité. Mais un jour, ma petite sœur n'est pas rentrée. C'était en 1955. Elle avait 17 ans. Elle s'est suicidée en se jetant sous le train. Nous avons survécu, mais nous les irradiés, nous avons perdu le droit de vivre et de mourir comme les autres. Ma petite sœur était encore toute jeune, mais elle s'est refermée sur elle-même à cause de l'ostracisme et de la misère. Elle s'est jetée sous un train pour rejoindre notre mère. À cette époque-là, beaucoup de gens se sont suicidés. Ma petite sœur était parmi eux.